Bonsoir à tous et bienvenue sur LCP, la chaîne parlementaire mobilisée, vous le savez, pour vous faire vivre en direct et en intégralité le débat sur la fin de vie et l'accompagnement des malades, avec Salle des 4 colonnes à l'Assemblée pour m'accompagner, Elsa Mondingava pour tout le décryptage et Dario Borgogno pour les réactions des députés. Bonsoir à vous deux. Alors ce soir, c'est le cœur de la loi qui est discuté en séance. Les députés examinent l'article 5 sur l'aide à mourir, sa définition précise et les modalités de l'administration de la substance létale. L'équilibre est fragile à trouver entre d'un côté la demande des malades incurables en fin de vie et le respect des soignants. Bonsoir Mehdi Bouzou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fils de Catherine Icardi-Lazareff que la chaîne parlementaire a pu suivre. Votre mère avait la maladie de Charcot. Elle a choisi d'en finir avant de perdre complètement son autonomie. Vous étiez là, on va y revenir. Vous nous direz ce que vous attendez précisément de la loi. Bonsoir Sandrine Rousseau. Bienvenue, députée écologiste de Paris. Vous militez depuis des années pour l'aide à mourir. Votre histoire personnelle vous a forgé une conviction, mais au-delà votre mandat de députée, bien sûr. En fait, plus personne ne devrait traverser ce qu'a vécu votre mère, dites-vous récemment dans le Figaro. À la fin de son cancer, on y reviendra sans doute. Bonsoir Benoît Mournet. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Vous êtes directeur d'hôpital de profession. Vous êtes plus que réservé, vous, sur l'aide à mourir. Tout comme vous, Hervé de Lepinot. Bonsoir. Bonsoir. Député Rassemblement National de Vaucluse, clairement hostile à toute évolution de la loi. On va commencer par votre histoire, si vous le voulez bien, Mehdi Bouzou. Votre mère a eu 1000 vies, elle le dit, dans S'en aller, le documentaire de Céline Crespi pour LCP. Mais sa dernière vie, elle a décidé d'en choisir la fin en fixant elle-même la limite du supportable à cette maladie neurodégénérative qui lui paralysait progressivement le corps tout entier. Regardez un extrait. Il y a 1 an et demi, le diagnostic est tombé pour Catherine. Brutal, irrévocable. Elle est atteinte d'une maladie de Charcot. Plein. Pas mal. On sait qu'on est dans un circuit fatal et incurable. Et vous vous dites que cette maladie, vous ne voulez pas forcément la vivre jusqu'au bout, en fait. Non, je ne veux pas la vivre jusqu'au bout. Je ne veux pas imposer la souffrance et la dégradation de mon corps jusqu'au bout. Je veux l'euthanasie. Je veux qu'un médecin fasse ce geste pour moi. Catherine fait tout pour limiter l'avancée de la maladie. Et ses médecins ont du mal à entendre sa demande. En tout cas, les patients qui nous ont parlé de l'euthanasie, ils ont été très très marginaux. Il y en a 3 qui sont vraiment passés à l'acte, avec des raisons bien spécifiques à chaque fois. Tout à fait. Mais il faut reconnaître que quand on a appris cette possibilité, on se sent plus légère et on est plus préparé au combat. Probablement. Oui. Probablement que voilà. Vraiment. Que la On connaissance... se dit, il y a une possibilité. On a envie d'aller le plus loin possible parce qu'on sait qu'à un moment donné, on peut éteindre la lumière. Catherine a déjà rencontré une équipe de médecins belges pour planifier sa mort quand elle souffrira trop. On vit au jour le jour aujourd'hui, sans faire de plan, bien que j'ai moi à l'intérieur mon plan partagé avec mes enfants, mais voilà. Pas évident. Catherine est morte il y a quelques mois avec ses 3 enfants dans les bras. Voilà, S'en aller, documentaire de Céline Crespi et Pierre-Yves de Henin, qu'a retrouvé sur le site d'LCP, lcp.fr et sur tous les réseaux de la chaîne. Mehdi Bouzou, votre mère s'est battue jusqu'au bout. Elle dit dans le film que ce qu'elle redoutait le plus, sa première limite, c'était la perte du langage. Puis elle a dépassé cette limite, et même très largement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez traversé? Elle savait s'exprimer via un ordinateur à la toute fin, écrire aussi? Alors, ça a été, c'est une maladie qui est effectivement catastrophique. On a, en espace de 2 ans, combattu chaque handicap au fur et à mesure.
jusqu'à arriver à celui qu'elle redoutait le plus, celui de la parole. Alors ça commence par des difficultés à articuler et au fur et à mesure à ne plus du tout pouvoir aligner un mot. Donc on a essayé effectivement avec les systèmes oculaires, on a essayé différents sujets, mais à un moment donné, la maladie de Charcot, c'est tous les muscles qui arrêtent de fonctionner. Donc c'était compliqué pour elle de pouvoir bouger, de pouvoir faire n'importe quel mouvement qui permettait d'utiliser ce type d'appareil. Donc on a terminé avec le panneau avec les lettres et elle faisait un signe de la tête lorsqu'on était sur la bonne lettre. Le choix de votre mère, il était loin d'aller de soi pour vous. Comment vous avez fait pour l'accepter ? Alors déjà, quand elle nous a annoncé sa maladie, elle nous a toujours appris à nous battre, peu importe les combats, on a toujours été au bout des choses. Et quand elle m'a annoncé qu'elle voulait effectivement partir en Belgique, j'ai vu ça comme un abandon, comme quelque chose qui était complètement contraire à ce qu'elle nous avait toujours dit et toujours inculqué. Donc j'étais pas d'accord, j'étais fâché même, et puis elle est revenue avec beaucoup de pédagogie, j'ai vu un reportage qui s'appelle Les mots de la fin, et qui m'a permis de me rendre compte que je n'étais absolument personne pour pouvoir me permettre d'imposer à ma maman de pouvoir de subir cette déchéance et de subir cette situation. Et sur ce reportage, on voit, un peu comme le reportage de Madame Crespi, qui est super, on voit plusieurs personnes, plusieurs cas de figure, des maladies. Voilà. Et le dénominateur commun, c'est lorsque le docteur annonce, leur dit « oui, je vais vous accompagner », on voit ces gens qui étaient crispés, fermés, malheureux, tristes, à la prononciation de « oui, je vais vous accompagner », leur trait se détend et un sourire aux lèvres. Et le fait de fixer cette limite, ça soulage, ça permet aussi aux familles de vivre, mieux vivre ces derniers moments. Vous avez pu profiter d'elle, elle est morte sereine, avec ses 3 enfants, votre frère et votre sœur dans les bras. Oui, exactement. Je souhaite à tout le monde de finir sa vie comme elle l'a terminée, et je souhaite à tous les enfants de pouvoir vivre la même chose. Bien sûr, c'est horrible. Je ne voulais pas qu'elle parte si tôt, surtout que moi, c'était que ma maman, je n'avais pas mon papa. Donc c'était hyper important pour moi de l'avoir le plus longtemps possible. Mais alors, on était face à une situation où c'est incurable, il n'y a pas de solution. Donc on a pu comprendre ce qui s'est passé. Elle n'est pas partie en Belgique, ça on le voit bien dans le film finalement, parce qu'elle ne pouvait plus se déplacer. Oui. Tout a été quand même programmé, planifié. Effectivement, quand elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait plus, c'était à peu près au mois de septembre 2023, elle m'a dit « Mon fils, il faut que tu me trouves une autre solution. Parce que je ne peux pas, dans son langage, avec le temps qu'on a passé. Et ça a été très compliqué, mais on a trouvé quelqu'un qui nous a un petit peu accompagnés, et puis on a respecté la volonté de ma maman et on l'a aidé à partir. Est-ce que le geste létal peut être fait par la famille pour vous? Alors c'est compliqué. Qu'est-ce que vous attendez de ce texte? Moi, c'est le choix, c'est la loi du choix. Le choix pour les patients, mais les choix pour les médecins et les choix pour les proches. Parce que on n'impose rien à personne. Lorsque j'ai vu que ma maman avait cette porte de sortie, je l'ai sentie beaucoup plus détendue. Même si elle était très forte, elle était beaucoup plus détendue. Donc, ça nous a permis de vivre ces 2 années merveilleusement bien. Et aujourd'hui, ça fait que 5 mois que ma maman est partie. Et j'ai passé 2 ans, jour pour jour. Chaque jour, j'étais avec elle. J'ai passé les nuits avec elle. Je l'ai vue étouffer pendant 1 heure. Mettez-vous dans la situation de quelqu'un qui étouffe pendant 10 secondes. Je ne parle pas de 1 heure, 10 secondes, c'est très compliqué. Elle, ça a duré parfois pendant 1 heure. Et on est là, on l'accompagne. Et quand on arrive à cette situation-là, on ne veut pas de ça pour sa maman, on ne veut pas de ça pour quelqu'un. Donc vous attendez cette aide. Et donc moi je voulais effectivement que le corps médical, qui n'arrive toujours pas à trouver une solution pour cette maladie, fasse son job. Malheureusement, ils sont démunis, ils n'ont pas les budgets pour, et voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et cette loi, ce n'est pas la loi de l'euthanasie, c'est la loi avant tout des soins palliatifs. Donc c'est très bien qu'on double les budgets, c'est super. Mais pour certains cas très spécifiques, encadrés, exactement, il faut la faire bouger cette loi. Ce soit un recours, un choix. Voilà. Sandrine Rousseau, vous auriez aimé profiter de votre mère
atteinte d'un cancer en phase terminale. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que votre histoire fait écho aussi à ce qu'a pu vivre Mehdi? Ce que vous n'avez pas pu vivre, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ma maman avait un cancer, donc c'était pas la maladie de Charcot, mais elle avait un cancer. Elle avait décidé d'arrêter les soins. C'était un cancer contre lequel elle se battait depuis 18 ans. Donc elle était, on peut pas dire qu'elle a lâché face à la maladie. Au contraire, elle a fait tout ce qui était possible. C'était des soins très douloureux. Et puis elle avait décidé de mourir de manière programmée. Elle ne voulait pas, et c'était pour elle quelque chose, mais vraiment de très très important, que le cancer gagne. En fait, elle l'avait pendant 18 ans tenu à distance et elle ne voulait pas. Et par ailleurs, dans la phase finale, le cancer était généralisé et elle avait des métastases au poumon, de sorte qu'en fait, elle étouffait aussi. Et je pense qu'il faut bien comprendre ce que c'est que d'étouffer. C'est vraiment une sensation qui est très, très dure à vivre. Et moi, je n'ai pas eu les derniers moments du départ. Et c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu que ce soit nous qui fassions le geste. Elle n'a pas voulu non plus partir en Belgique et en Suisse parce qu'elle voulait mourir chez elle. Et donc, elle a attendu. Enfin, un jour, je lui ai dit, je vais venir te voir, puisqu'on habitait loin. Donc, je lui ai dit, je viens te voir. Et pendant que mon père est venu me chercher à la gare, elle a avalé tous les médicaments qui se trouvaient dans la boîte à médicaments. Donc il y avait des antipaludiques, il y avait du paracétamol, enfin tout ce qu'elle a trouvé, elle l'a avalé. Donc elle s'est suicidée véritablement, mais avec des médicaments qui n'étaient pas du tout adaptés à ça. Et elle nous a laissé un petit mot à mon père et moi, mais vraiment griffonné à la va-vite. Et en fait... moi, je voudrais juste dire deux choses. C'est que ce départ-là est horrible, mais vraiment horrible. C'est-à-dire qu'en fait, elle le voulait. Elle l'avait programmé le jour où elle allait partir. Et pour autant, elle ne nous a pas serrés dans ses bras. Elle ne nous a pas dit les mots d'amour qu'on aurait été heureux d'entendre et partager. Et que nous aussi, nous puissions lui dire tous les mots d'amour dont nous avions besoin aussi pour notre propre deuil. Et donc, quand on est arrivé du train, elle était déjà inconsciente. Donc, en fait, on a été, avec mon père, spectateur de cette agonie. Et mon frère, lui, n'était pas là, ce qui est aussi un rôle extrêmement difficile. Mais moi, je voudrais dire que dans le débat sur cette loi, des fois, je suis... Et je ne m'attendais pas à ce que ça réveille comme ça en moi ce moment-là, parce que je pensais avoir dépassé ce cap. Et en fait, ces débats éveillent chez moi vraiment quelque chose de très profond, où parfois, j'ai l'impression que c'est comme si elle avait fait un geste honteux, un geste dangereux, un geste... Et en fait, c'était un geste profondément d'honneur, en fait. Elle voulait que son honneur soit sauf. Et elle n'est pas partie dans la sérénité. Et en fait, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça veut dire, et pour les proches et pour le malade, de ne pas partir dans la sérénité. Et c'est pour ça que moi, je me bats pour que cette aide à mourir existe, pour que les prochains et les prochaines puissent mourir dans la sérénité. Parce qu'en fait, on sait quand on est sur Terre qu'il y a une fin, mais par contre, le vivre avec ses proches, avec les gens qu'on aime, en pouvant dire les mots, eh bien, ça change radicalement les choses. Benoît Mournet. Ce sont deux témoignages extrêmement forts. Je sais que beaucoup d'entre vous cheminent. Vous avez déjà une conviction. Comment vous réagissez? Au fond, cette loi permet la sérénité de tous. Déjà, je vous remercie pour vos témoignages qui sont en effet bouleversants. Et au moins, on se dit que là, on est en train de discuter de choses incarnées, tangibles. On n'est pas dans un débat théorique ou conceptuel dans ce débat. Moi, ce qui m'interroge aussi, parce que on est tous habités par le doute, et moi je souhaite que dans ces semaines qui arrivent, que les députés qui peut-être entrent avec une conviction puissent sortir avec une autre. C'est ça, en fait, qui est l'intérêt d'une délibération publique. Je ne sais pas si on y arrivera, ça a été un peu le cas en commission, mais c'est ce qui est profondément souhaitable. Est-ce que vous vous dites l'important, en premier, oui, c'est le malade lui-même. Absolument. Dans des conditions extrêmement encadrées, on va les revoir, elles sont 6, incurables, souffrance réfractaire. Évidemment, il faut être majeur avec un consentement libre. Le malade est au cœur. Moi, le malade est au cœur pour vous. Ce qui m'interroge fondamentalement, c'est que moi, je l'ai vécu dans mon milieu professionnel, effectivement, l'hôpital Chenevier, qui est une très belle unité de soins palliatifs. Dans les Hautes-Pyrénées, il y a une vraie culture palliative du premier recours. On n'a pas encore d'unité. On fait partie des 20 départements qui n'ont pas d'unité dédiée. Et en vérité,
Aujourd'hui, vous avez 400 000 personnes en France qui auraient besoin des soins palliatifs et vous en avez à peu près la moitié qui accèdent. Donc il faut saluer bien sûr ce plan décennal qui va doubler à horizon de 10 ans les budgets. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que beaucoup partent sans pouvoir avoir la chance de bénéficier de ces soins d'accompagnement portés par des équipes vraiment d'une grande humanité. Et c'est ce qui me dérange fondamentalement, c'est-à-dire de dire on va ouvrir une voie alternative, parce que le passage en soins palliatifs n'est pas une condition de l'aide à mourir. Y a-t-il des cas limites réfractaires qui échappent aux soins palliatifs? Comme le SLA? Peut-être que par exception ultime, mais là, on n'est pas dans cette réalité, aujourd'hui. Donc pour vous, il aurait fallu déjà garantir l'accès aux soins palliatifs avant de faire évoluer le texte. Autres, mais on sur l'aide à mourir. Le débat. Oui, parce que le temps presse forcément, Hervé de Lépinot. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le texte du gouvernement, tel qu'il est écrit notamment sur le pronostic vital, moyen et court terme engagé, eh bien, Catherine n'aurait même pas pu recourir à l'aide à mourir. Est-ce que c'est normal pour la maladie de Charcot notamment? Je voudrais corriger votre introduction. Je ne suis pas opposé à toute évolution. Ah, alors j'ai mal compris. J'ai voté. Autant pour moi. J'ai voté le titre 1. Le titre 1. Bien sûr, sur les soins palliatifs. Fait des soins palliatifs un droit opposable. Donc je suis moi. Mais le premier à dire que nous sommes totalement inégaux devant la mort. Mais la solidarité nationale doit faire en sorte de restreindre cette inégalité. Et deuxième élément, les maladies ne se ressemblent pas. Certaines sont extrêmement douloureuses dans leur vécu, d'autres sont plus rapides. Et je dirais que c'est au progrès médical d'accompagner ces différences. Et les soins palliatifs constituent une opportunité formidable. Et la loi Claes-Leonetti avait prévu la sédation profonde et continue dans les cas justement intenables pour le malade. Et là, je crois qu'on est tous d'accord. Le texte est assez peu appliqué. Hein. Quand on le regarde de près, les soins palliatifs refusent de faire le geste pour beaucoup. Hein. Alors, parce que les critères sont stricts. Alors, on peut réfléchir effectivement ensemble à un assouplissement des critères. Chacun a parlé je dirais, d'un cas qui l'a touché. Moi, je vais vous parler de ma maman qui nous a quittés au mois de novembre dernier. Un cancer récidif qu'elle n'a pas voulu soigner non plus. C'était son droit le plus absolu. La maladie a avancé et 36 heures avant sa mort, elle souffrait énormément du foie, puisque les métastases l'avaient atteint. Elle a demandé au médecin la sédation profonde. Le médecin lui a dit « Madame, vous ne rentrez pas dans les critères. Par contre, je peux vous poser un cathéter. Nous allons mettre une pompe à morphine et nous allons atténuer la douleur. » C'est ce qui s'est passé. Donc pour vous, si les soins palliatifs étaient garantis, qu'il y avait une véritable montée en puissance avec les moyens derrière, partout sur le territoire, les demandes de mort n'existeraient plus? Alors, elles existeraient toujours parce que la nature humaine est ainsi faite. On est tous, je dirais, touchés par nos limites et la volonté de vivre est quelque part une limite aussi. Je conçois parfaitement que certains décident d'abréger cette limite, mais l'effort, je le répète, placé au niveau de la solidarité nationale, nécessite que l'on mette vraiment tous les moyens pour couvrir la totalité du territoire d'unités de soins palliatifs et les faire évoluer. D'ailleurs, je crois que l'ensemble des députés se retrouvent sur les soins palliatifs. Je vous donne la parole, Sandrine Rousseau, dans un instant. Il y a la demande du malade en fin de vie et puis il y a ceux qui restent, et notamment les proches. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette grande question, l'administration du geste létal. Qui doit faire le geste? Avant de vous entendre, on va rejoindre Elsa Mondingava. On va voir de près avec vous ce que dit l'article 5. Au départ, le gouvernement, dans le texte initial, avait prévu 2 cas de figure. Oui, exactement. Cet article 5, c'est celui qui définit l'aide à mourir comme le fait d'autoriser, d'accompagner une personne qui en a fait la demande à recourir à une substance létale, écoutez bien, afin qu'elle se l'administre ou lorsqu'elle est physiquement dans l'incapacité de le faire, qu'elle se le fasse administrer par un médecin, un infirmier ou par une personne qu'elle aurait désignée. La volonté initiale du gouvernement, c'est bien que dans la grande majorité, ce soit le patient lui-même qui s'administre la substance, à quelques exceptions près. Et les députés en commission spéciale sont revenus sur cette version initiale.
Oui, exactement. Alors, pas dans cet article 5. Il y a cet article 5 qui définit l'aide à mourir, l'article 6, les critères, et ensuite, les articles 7 jusqu'à 15, ça définit vraiment tout le processus. Eh bien, c'est à cet article 11 qu'un amendement d'une députée de la majorité a été adopté pour laisser le choix à la personne de choisir si elle s'administre la substance, si elle demande à un médecin ou si elle demande à une personne volontaire. Pour le gouvernement, ça a déséquilibré le texte. La présidente de la commission spéciale, Agnès Firmin-Lebaudot, dit par exemple qu'on risque de braquer encore plus le personnel soignant. Vous le savez, les médecins sont divisés sur cette aide à mourir. Merci beaucoup Elsa Mondin-Gavaz. Sandrine Rousseau, cette question de qui doit faire le geste, il y a la clause de conscience dans le texte garantie. Donc tous les médecins, tous les soignants, infirmiers, aides-soignants qui refuseraient de faire ce geste pourront refuser. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez prévu qu'un tiers de confiance, et ça peut être la famille, le fasse. Est-ce que ce n'est pas trop lourd pour la famille? Déjà, moi, je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que dans le cas de ma mère, par exemple, elle avait accès aux soins palliatifs. C'est pas par défaut de soins palliatifs. Et en fait, il faut aussi entendre ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément par défaut de soins palliatifs. C'est une volonté d'un individu, d'une personne qui a une personnalité juridique, qui a le droit de voter, qui a des droits, etc., de vouloir faire. Donc les demandes existent parfois malgré l'existence des soins. Absolument, et ce n'est pas par défaut de soins. Et la deuxième chose sur le geste fait par d'autres personnes. On voit dans les pays où c'est ouvert, où la possibilité est offerte aux malades, qu'en général, ils préfèrent ne pas faire eux-mêmes le geste, puisqu'ils demandent en général à ce qu'un soignant puisse le faire à leur place. Moi, je pense qu'il y a quand même un sujet autour des proches, parce que c'est quand même un geste que l'on peut vouloir faire sur le moment par amour, mais qui se révèle quand même difficile et possiblement avoir des conséquences, possiblement avoir des conséquences. Raison pour laquelle, moi je pense que si la personne ne veut pas le faire, elle doit pouvoir recourir à un tiers. Je serais quand même tentée de limiter à ce que ce soit un médecin volontaire, soit une personne qui ne soit pas de la famille, parce que je trouve que vraiment ce sont des situations qui sont quand même difficiles. Et donc, est-ce que vous serez d'accord, sur ce point-là, même si je sais que vous ne voulez pas pour certains aller jusqu'à l'aide à mourir, la famille ne peut pas, Mehdi Bouzou, la famille ne doit pas participer à cet acte-là? Je pense que c'est un acte qui peut engendrer des traumatismes par la suite. Ça, sur ce point-là, moi, je suis effectivement plutôt ouvert à ce que ce soit auprès d'un soignant qui a fait le choix, bien sûr, cette clause de conscience est nécessaire, mais moi, je l'ai fait, j'ai accompagné maman pour respecter son choix. Est-ce qu'on vous a accompagné, vous, après ? Non, parce que ça s'est tellement bien passé. On a eu, moi je vous dis, c'était vraiment un moment privilégié que je suis fier de l'avoir accompagné jusqu'au bout. Maintenant, je pense qu'on a eu beaucoup de chance et on était très proches, on était très fusionnels, on s'entend très bien, mes deux frères, enfin mon frère et ma sœur. Ma mère, on était une équipe très très soudée. Ce qu'on a fait, c'était à part. Mais je pense que c'est quand même un geste qui peut être lourd de conséquences pour les proches. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Oui. Benoît Mornay, vous avez voté dans l'hémicycle un accompagnement au deuil, dans le titre 1, pour les proches. Est-ce qu'il ne faut pas exclure la famille du geste létal? Si, sans doute, je pense. L'éthique commence où le droit s'arrête, au fond. Et ce que vous avez témoigné le montre. C'est que je ne suis pas sûr, et c'est une affaire de principe aussi, que la loi doit venir toute embarquer, toute encadrer, parce qu'on n'arrivera jamais à couvrir toutes ces situations. Et aujourd'hui, tous les jours, dans les services de réanimation, dans les hôpitaux de France et de Navarre, se pratiquent en effet des accompagnements ultimes, de sédation profonde et continue, même si effectivement, vous avez raison de dire que ça va dépendre un petit peu des contextes, de l'environnement familial et que ça ne se passe pas toujours bien. Mais pour ceux qui nous regardent, je rappelle, la sédation profonde et continue, c'est vraiment quelques jours avant le décès, c'est la loi Claes-Leonetti. Et il n'y a pas de faire mourir, on arrête l'hydratation et l'alimentation, et la mort vous cueille dans ces conditions. Oui, non, mais là, on donne l'impression... J'essaye d'expliquer, parce que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. On est dans un coma, voilà. Mais on est vraiment dans ce Bien geste. sûr. Mais vous avez raison de poser la question de qui fait, parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a
discuter des principes, et au fond, deux humanismes s'affrontent là-dedans, il faut s'inquiéter de l'effectivité du droit nouveau qu'on veut instaurer. Et donc, de prendre en compte ce que nous disent les soignants n'est pas trivial pour moi. Voilà. Alors, certes, ils sont divisés, mais quand on écoute quand même plutôt la sphère des soignants qui sont le plus proches, c'est-à-dire les soignants des soins palliatifs, ceux qui imaginent un peu, c'est qu'ils se disent, nous, quel est notre métier? Quel est le sens de notre métier demain? Puisque notre métier, c'est l'accompagnement. Et là vient une possibilité nouvelle dans laquelle ils sont totalement au cœur. Et je pense que ça ne tiendra pas longtemps. Vous pensez que ça va susciter quoi? Une crise d'évocation? Non, mais c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est donc le malade qui initie la demande. Mais dans le texte tel qu'il est écrit, c'est le médecin qui la valide. Je pense que ça ne tiendra pas longtemps dans le temps. Peut-être que ça ne résistera pas à l'aller-retour du Sénat, parce que, et on aura raison de dire, et c'est de bon sens, après tout, si le malade le souhaite... collégialement qui regarde si les conditions sont remplies. Aujourd'hui, c'est même pas collégialement, c'est un médecin unique et qui viendrait valider des demandes. Alors, ça vient un peu percuter ce qui est... Au regard des conditions légales, hein. Oui, oui, non mais d'accord. Mais, donc là, il y a un vrai sujet pour moi de prendre en compte, et on le dit pour les proches, et c'est un peu la même chose pour les soignants, de ce qui est une nouvelle charge mentale. Voilà. Et donc de s'inquiéter de cette effectivité. Donc moi, pour répondre très concrètement à votre question, je pense que... Donc il faudrait retirer le monde médical? Éviter le plus possible, il vaut... Complètement. Et ce serait que ce soit la personne elle-même qui puisse le faire. Donc suicide assisté quand elle est capable de le faire physiquement. On va dire en dehors de la famille, ça je suis assez d'accord avec ça. Et les soignants, même si, vous avez raison, il y a la clause de conscience, n'imaginons pas non plus que pour eux, tout ça soit sans conséquences psychologiques. Hervé Delépinot, il y a des soignants qu'on a reçus ici, hein, Michel Lévy-Soussan, Valérie Ménage, qui travaillent dans les soins palliatifs ou qui travaillent dans les unités de neurodégénératives, qui peuvent le faire. Hein. Il ne faut pas dire que tous les soignants refusent, non, même si c'est vrai, ils sont très très audibles sur ce refus, et notamment dans la presse, notamment sur les soins palliatifs. Le monde médical, quelle doit être sa place dans l'aide à mourir? À partir du moment où on considère que l'aide à mourir, donc euthanasie et le suicide assisté, si la personne n'est pas en mesure de s'administrer la substance létale, n'est pas un soin. À partir du moment où ce n'est pas un soin, le médecin, formellement, n'a pas à intervenir dans cette action. Parce que c'est une action, par contre, avec une conséquence qui est la mort. Donc par conséquent, le monde médical, et je le pense, parce que vous avez lu comme moi beaucoup de tribunes, est très troublé par ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Et il ne souhaite pas être, à son corps défendant, embarqué dans une évolution de la définition et, je dirais, de l'aspect concret de leur profession, en ouvrant, je dirais, un nouveau champ qui sort du serment qu'ils ont prêté. Donc la porte peut être ouverte au suicide assisté uniquement si le malade le fait lui-même. Si j'entends ce que vous dites, s'il fallait légiférer pour vous... Vous étonnez quand vous parliez tout à l'heure d'évolution et de ma position. Moi, je vais déposer un amendement qui suggérera qu'au sein de chaque tribunal judiciaire en France, il y ait un mandataire qui sera chargé d'administrer la substance létale. Comme ça, vous sortez... Un mandataire judiciaire, du monde judiciaire. Quelqu'un désigné par le tribunal. Alors, ça peut être un ancien médecin, quelqu'un qui pourra... Mais c'est encore pire de faire ça toute la journée. Mais je crois que l'association de l'aide à mourir dans la dignité sera en mesure, je pense, de proposer des vocations pour ce type d'action. Mais moi, je pense qu'il faut sortir les soignants de cette problématique qui est cornélienne pour eux. Sandrine Rousseau, une réaction sur le mandataire judiciaire. Ensuite, on va aller voir Frédéric Meunier au micro de Dario Borgogno. Oui, je pense qu'on ne peut pas spécialiser des gens là-dedans, en fait. Enfin, qui que ce soit, d'ailleurs, en fait. Ça ne peut pas être une spécialisation dans le fait d'administrer cette substance. C'est un mandat. Et en l'occurrence, moi, je pense qu'il y a des médecins qui ne sont pas d'accord, et ça, je les entends et je les respecte, et la clause de conscience doit absolument être sacralisée, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais par contre, il y a des médecins qui sont aussi d'accord pour pouvoir le faire. Et je pense que, en fait... Et dans les auditions d'ailleurs, il y a un médecin qui avait dit ça et je trouvais ça assez intéressant, c'est que en fait pour eux c'est pas non plus forcément une question de principe général, c'est-à-dire que pour un patient qu'ils ont accompagné pendant toute sa maladie, il serait d'accord pour faire le geste, et pour un autre, il serait peut-être pas d'accord, et en fait c'est pas quelque chose qui se définit de manière totale. Alors preuve que ce texte transcende largement les clivages politiques traditionnels, on va rejoindre Dario Borgogno qui est à côté d'une députée Les
Républicains. La droite est plutôt contre l'aide à mourir, mais pas Frédéric Meunier, au contraire. Bonsoir Madame Meunier. Bonsoir. Vous êtes justement l'une de ces députés LR favorables au texte, mais vous avez quand même une limite. C'est vous êtes contre le fait qu'une tierce personne, hors du corps médical, puisse administrer la substance létale. Oui, c'est une évolution que j'ai eue, puisque dans le cadre de la commission, j'étais plutôt pour, à savoir qu'il fallait élargir en dehors du cercle médical. Mais c'est vrai qu'en échangeant, qu'en écoutant, je me suis rendu compte qu'il y aurait peut-être des incidences psychologiques très lourdes et qu'il ne fallait pas mettre dans la loi cette obligation, cette nécessité, cette solution, cette possibilité que des personnes qui ne soient étrangers au corps médical puissent elles aussi être à l'origine de l'administration du produit létal. Mais il est quand même important pour vous que le malade puisse choisir entre s'injecter lui-même la substance létale, s'il est en capacité, ou qu'une personne du corps médical puisse l'administrer. Tout à fait. Je pense que c'est un choix. Et ce choix-là, il faut le donner aux patients dans des conditions très limitées. C'est un droit très limité. Et les patients, lorsqu'ils arrivent en fin de vie, quand ils ont des souffrances intolérables et qui ne puissent pas être soignés, je pense que oui, en effet, on doit lui donner cette possibilité. C'est sa liberté. On ne peut pas aujourd'hui dire à des gens qui souffrent et qu'il n'y a pas de réponse médicale, eh bien, attendez, vous verrez bien ce qui va se passer. Non, il faut pouvoir les accompagner jusqu'au bout. Et oui, j'irai dans le sens de cette loi. Merci beaucoup, Madame Meunier. Merci. Merci à vous, Dario Borgogno. C'est l'exception d'euthanasie dans le texte initial. La règle serait le suicide assisté. Vous êtes favorable, Sandrine Rousseau, à changer ça et laisser le malade choisir? En tous les cas, exprimer le vœu, oui. Proposer que ça puisse être une personne extérieure. Si le médecin qui l'accompagne ne le souhaite pas, alors on peut imaginer qu'il s'administre lui-même la substance, mais je pense qu'il faut laisser la possibilité que le patient, jusqu'au bout, exprime sa volonté. Mehdi Bouzou, dans la plupart des cas, on se rend compte que les malades en fin de vie, maladies incurables, je le rappelle, avec des souffrances réfractaires, attendent, demandent. Vous pensez que c'est une évolution souhaitable que d'ouvrir le choix? Et voilà, il faut laisser le choix. On vit tous des vies trépidantes. On nous fait des belles choses. Et pourquoi on devrait rester à attendre dans un lit lorsqu'on est dans des situations critiques, fatales, sans aucun espoir? Quel est l'intérêt? On parle de la sédation profonde et continue. Pour moi, le médecin fait le choix. En tout cas, il prend la décision. Mais dans le cas du malade, évidemment, pour votre mère, avec Charcot, il y a une capacité physique, mais vous pensez que ces types de malades-là attendent que le médecin ou qu'un tiers fasse le geste plutôt que le faire soi-même? Je pense que c'est oui. Je pense que dans la plupart des cas, ils prennent déjà la décision. C'est déjà très fort pour eux. Il faut les accompagner, et moi je pense que le corps médical est parfaitement capable de le faire, mais pas tous, ceux qui choisissent. On va suivre ça. On va suivre ça de près. Vous voulez un tout petit mot de la fin, très rapidement, parce que la séance commence. En fait, le médecin sera peut-être d'accord, mais l'équipe médicale qui est autour de lui pensera autre chose. Donc je crains qu'on instille vraiment de la difficulté dans ce travail en commun des équipes médicales. C'est la raison pour laquelle le mandataire, à mon avis, me semble une bonne idée. Une dizaine de jours pour débattre. On arrive au cœur du sujet. Vous déposerez vos amendements. Je vais vous laisser, madame, messieurs les députés, regagner l'hémicycle. C'est Yaël Braun-Pivet au perchoir ce soir. Très bonne séance à tous.